Territoire d'info, Public Sénat, Sud Radio. Bonjour à tous, bonne matinée, bonne journée. Nous sommes ensemble pendant 1 heure. Bienvenue dans la matinale de Public Sénat de Sud Radio. Avec la presse quotidienne régionale, Territoire d'info, c'est 1 heure de direct. On retrouvera notre invité politique à 8 heures aujourd'hui. C'est Jean-Baptiste Lemoine qui sera débriefé par nos éditorialistes. Dans un instant, le JT des territoires, suivi du débat des éditorialistes de la presse quotidienne régionale. Puis vous retrouverez le Zappélisé. C'est le premier zapping politique de la journée. Voilà, mais tout de suite, c'est le JT des territoires. Je vous y retrouve. Avec une semaine toujours très politique après l'annonce du gouvernement hier et le premier conseil des ministres dans quelques heures. Sur le territoire, les candidats ont jusqu'à demain pour enregistrer leur candidature pour les prochaines élections législatives. Exemple dans le Nord où depuis lundi matin, de nombreuses inscriptions sont comptabilisées. Preuve d'un véritable engouement citoyen, Solène Rivet pour WEO TV a suivi le parcours et les démarches administratives d'une candidate à Dunkerque qui se lance pour la première fois en politique. Vous êtes madame ? Et de une, c'est avec appréhension et excitation que Myriam Sampune vient apporter sa candidature pour les législatives. Après s'être consacrée au militantisme, cette candidate a décidé de franchir le cap de la politique dans la circonscription de Dunkerque. Transition énergétique, culture biologique, tout un programme qu'elle souhaite développer lors de sa campagne. Un pari qu'elle relève haut la main grâce au soutien de son parti. On est 33 candidats Europe Écologie Les Verts sur la région, effectivement le Nord-Pas-de-Calais. Dont 19 femmes, c'est vraiment là aussi c'est une thématique importante que les écologies sont toujours défendues. Le rôle des femmes, la place des femmes. Aujourd'hui, il faut savoir qu'à l'Assemblée, il n'y a que 25% de femmes. Donc ça, c'est vraiment important. Et donc, partager avec d'autres, on a eu des réunions de travail depuis plusieurs mois pour discuter des thématiques. Travailler sur les thématiques. Les écologistes sont réputés travailler beaucoup les dossiers, connaître les dossiers. Effectivement, c'était important de travailler ensemble, donc je ne me suis pas du tout sentie isolée. Depuis hier matin, 8h30, la préfecture du Nord vit au rythme des candidatures. En l'espace d'une journée, près de 85 demandes ont été enregistrées. Pour l'occasion, une organisation spéciale a été mise en place le temps de cette semaine de dépôt. Jusque vendredi 18h. C'est la date limite qui a été fixée par un décret de convocation des électeurs pour recevoir les candidatures de l'ensemble du département. Donc c'est 21 circonscriptions pour l'ensemble du département. Et donc on s'est organisé au sein du service élection, une équipe de 5 personnes pour recevoir les candidatures en conséquence. En fin de journée, la file d'attente ne faiblit pas. Certains candidats patientent sur les escaliers de la préfecture. Et cela risque de durer encore jusqu'à vendredi. Législative toujours, illustration maintenant dans les Pyrénées-Orientales avec un focus sur la France insoumise qui a lancé hier sa campagne des législatives dans les 4 circonscriptions du département. Les candidats de ce mouvement espèrent bien confirmer et même dépasser les bons résultats enregistrés localement par Jean-Luc Mélenchon lors de la présidentielle, même si aucun accord n'a été possible avec les anciens alliés du Parti communiste. On fait le point sur place avec Olivier Roiran pour TV Sud. Ils seront présents sur les 4 circonscriptions des Pyrénées-Orientales. Les candidats de la France insoumise pour les élections législatives ont été officiellement présentés cet après-midi à Perpignan. Ils espèrent bien confirmer et même dépasser les bons résultats enregistrés localement par Jean-Luc Mélenchon lors de la présidentielle, même si aucun accord n'a été possible avec les anciens alliés du Parti communiste. Nous voulons faire une campagne nationale. Le Parti communiste a préféré faire une campagne autonome dans le cadre des présidentielles. Il voulait faire des accords département par département, à géométrie variable. Pour nous, ce n'est pas possible. Et puis il y a aussi ce contenu. Nous sommes dans une stratégie de long terme qui dépasse les accords d'appareil. L'état d'esprit qui nous anime, aussi bien au niveau national que départemental, c'est l'enthousiasme de dire qu'une possibilité de faire une majorité France insoumise est possible, fortement possible. Nous jouons la gagne pour constituer une majorité qui empêchera Emmanuel Macron de mettre en place sa politique de régression sociale.
La cybersécurité maintenant, qui est un enjeu de taille après l'attaque qui a touché le monde entier vendredi dernier. En France, l'une des plus grandes entreprises à être touchée était Renault. Et sachez qu'une nouvelle cyberattaque se prépare. Elle vise à créer et à récupérer de la monnaie virtuelle. C'est dans ce contexte de multiplication de ces attaques que la Chambre de commerce de Gironde a organisé une conférence cet après-midi sur le thème cybersécurité, protéger les entreprises des attaques informatiques. Julien Privat pour TV7 en Gironde. Les gérants d'entreprises bordelaises ne cachent pas leurs craintes face aux dernières attaques informatiques. On ne parle jamais de cybercriminalité. Or, en fait, on peut très bien se faire hacker à tout moment. On peut avoir des prises de risques importants au niveau financier et se faire même manger, entre guillemets, la trésorerie. Siméon emploie une quarantaine de personnes. Lui n'a pas été victime, mais son webmaster lui a signalé sur son site plusieurs connexions douteuses, des robots. Son entreprise est donc une cible potentielle. On a une grosse activité commerciale liée par Internet, évidemment, avec les ventes et le suivi commercial, le lien entre la production, les bateaux. Et on se demande si on est vraiment à jour de tout ce qui fonctionne dans la boutique. Pourquoi la Chambre de commerce de Bordeaux organise des conférences pour prévenir des risques? Il est important de mettre en œuvre le plus de mesures de prévention possible, puisque bien souvent, réagir après, c'est trop tard. On le voit dans le cadre de la vague de rançongiciel de ce week-end. Une fois qu'on a été infecté, si on n'a pas pris des précautions en amont, si on n'a pas fait des sauvegardes régulières de nos données, c'est trop tard. On aura tout perdu. Difficile de connaître avec exactitude le nombre d'entreprises touchées par ces cyberattaques. L'agence en recense entre 20 et 50 par an dans le département. Depuis la dernière cyberattaque, 4 plaintes ont été déposées par des petites et moyennes entreprises girondines. Voilà, et vous pouvez vous rendre à la Chambre de commerce de Bordeaux si vous souhaitez en connaître plus sur ces problématiques de cybersécurité. Voilà, on part dans le Nord maintenant, un exercice de prévention contre les marées noires au large de Calais. C'est l'objectif de l'exercice Polmar. Un exercice qui consiste à coordonner les moyens et gérer rapidement la crise. Car le détroit du Pas-de-Calais est en effet le plus fréquenté au monde. Caroline Fichten pour WEO TV s'y est rendue. Survol ce matin de la Manche par l'hélicoptère de la Marine nationale. Objectif, se rendre compte des conséquences d'une collision en mer entre un porte-conteneur et un pétrolier d'où s'échappe du fioul. Cet exercice, dans des conditions proches du réel, a lieu tous les ans en Manche et mer du Nord. Le détroit du Pas-de-Calais est le plus fréquenté au monde et le risque est important. 20-25% du trafic maritime mondial transite dans cette zone. Nous avons tous les ans des événements de mer importants qui heureusement se terminent bien car ils sont identifiés à temps, ils sont gérés grâce à des équipes de professionnels. Mais malheureusement, il faut s'attendre à ce qu'un jour, nous ne sommes pas à l'abri effectivement qu'un jour nous ayons un véritable accident de mer et que nous ayons à faire face à ce genre d'opération en réel. Chaque mois, on estime qu'un accident ou incident grave aux conséquences potentiellement considérables est évité et traité, notamment en termes de marée noire, d'où l'exercice d'aujourd'hui qui permet de coordonner les services en mer, mais également sur terre. Tout ce qui arrive en mer finit à terre et donc en finale, les pollutions qu'on n'a pas réussi à récupérer en mer, eh bien, elles arrivent sur les plages et donc le plus vite possible, prévenir les préfets de département et le préfet de zone de défense pour qu'ils puissent mettre en place leurs procédures pour récupérer tout ce qu'on n'aura pas pu récupérer en mer. On simule une pollution, donc on est en train de raquer le biocarburant donc, qui est sur le sable. Donc là on racle finement pour pouvoir ramasser trop de sable, tout ça. Ensuite, il y a une autre équipe qui arrive avec des poubelles et des brouettes. On charge dedans et c'est stocké dans des bennes spéciales. Être confronté à une potentielle marée noire et la traiter sous forme d'exercice, c'est aussi améliorer le dispositif en cas de réel danger. Aujourd'hui, par exemple, le premier constat, c'est que le stockage des déchets n'est pas prévu. Il faudra y remédier. S'agissant de la pollution qui arrive sur les côtes, il faut avoir la capacité de la stocker pendant un certain temps. Et le stockage, ça se prévoit, ça se prépare. Il faut avoir identifié les lieux. C'est l'objet de ce type d'exercice que d'identifier les sujets qui restent à traiter. Chaque année en mer, un autre exercice permet de tester la collaboration des services, mais cette fois dans le cadre d'un accident avec impact sur la population, par exemple à bord d'un ferry. Voilà, on termine ce journal avec une page innovation, avec Fly Your Ideas. Airbus lance un appel à idées pour développer l'aviation de demain. Les finalistes du concours exposaient leurs inventions hier à Toulouse. Et la meilleure innovation est primée et récompensée d'une bourse quand même de 30 000 €. Ludovic Brimpeuf pour TV Sud y était.
Chez Airbus, si on n'a pas de pétrole, on a au moins des idées. Ce matin, l'avionneur accueillit à Toulouse 5 équipes internationales d'étudiants finalistes du concours Fly Your Ideas. Ou comment faire émerger des idées nouvelles et identifier des opportunités de développement en recherche et technologie. Parmi les universités finalistes, celle de Hong Kong, avec son concept de compartiment sous les pieds des passagers. Pas bête et si pratique. Ou cette équipe française, représentée par 3 étudiants indonésiens, qui via une application sur votre mobile, attribuent votre siège selon un critère bien précis. Il a été conçu sur une hypothèse qui est, on va plutôt mettre d'abord les personnes à la fenêtre qui ont des grands bagages, ensuite sur le couloir ceux qui ont des bagages de taille moyenne et sur le couloir ceux qui ont des petits bagages, juste dans l'idée que ça peut optimiser le rangement. Quand une personne arrive qui d'abord met un petit bagage et c'est d'après un grand bagage, ça va peut-être être plus compliqué de le ranger qu'une personne qui pose d'abord sa valise de taille standard pour un compartiment et ensuite arrive une avec un sac à dos et ensuite un petit sac à main. 5500 candidats du monde entier s'étaient inscrits à ce concours. Mais il a fallu retenir les 5 meilleures idées pour la finale. Je suis épaté parce que c'est des super idées et puis on voit au cours des années que les idées en fait deviennent meilleures. Là on sent de plus en plus un esprit un peu start-up, donc ils ne regardent pas seulement l'idée mais ils essayent et on les aide à faire un prototype et ils se posent aussi des questions, comment en termes de business est-ce que mon idée peut marcher, à qui ça peut intéresser. Ce sont finalement les étudiants de Hong Kong qui ont remporté le prix doté d'un montant de 30 000 €. À Hong Kong, on a des idées et de l'argent. Voilà, des idées, de l'argent, c'est ce qu'il faut. À la fin de ce journal des territoires, préparé par Soumaya Benaïssa, dans un instant, le club des éditorialistes de la presse quotidienne régionale. Mais tout de suite, la une de vos journaux en région ce matin. Voilà, ce sera le thème du débat du club des éditorialistes dans un instant avec ce gouvernement qui casse les codes. C'est la une de Sud-Ouest aujourd'hui. L'équipe présentée hier est resserrée, ouverte à la société civile, à la gauche, à la droite et au centre. C'est le titre de Sud-Ouest. Pour la dépêche du midi, gouvernement, un subtil dosage. Et puis pour le Parisien, qui sont les femmes et les hommes du président. Le Parisien a choisi de vous présenter leur visage ce matin. Pour Ouest France, c'est une équipe resserrée et paritaire. Et pour le Télégramme, c'est un numéro d'équilibre. Pour la République des Pyrénées, le quotidien de sa ville, de Pau, Bayrou, ministre d'État, la revanche avec François Bayrou dans la cour de l'Élysée à la une de la République des Pyrénées. Et puis pour la Charente libre, Macron rassemble. Et c'est évidemment une photo de l'ex-présidente de la région, Ségolène Royal, qui accueille donc son successeur au ministère de l'écologie, Nicolas Hulot, à la une de la Charente libre. Pour la montagne, la refondation Macron. Et puis pour la Nouvelle République, c'est aussi Nicolas Hulot et Ségolène Royal, la même photo que dans la montagne. Pour la Nouvelle République, c'est le contrat respecté Hulot en prime. Pour Presse Océan, tout de suite les problèmes qui arriveront pour Nicolas Hulot, aéroport Hulot en première ligne, c'est la une de Presse Océan. Et puis pour la Voix du Nord, c'est la surprise Darmanin, le nouveau gouvernement, 18 ministres et 4 secrétaires d'État et le maire de Tourcoing récupère le budget. Enfin, pour l'Écho de Haute-Vienne, premier gouvernement Macron, la droite en marche. C'est ce dont nous allons parler dans un instant avec le club des éditorialistes. Et j'accueille ce matin Jérôme Cordelier, le rédacteur en chef adjoint du Point. Bonjour, merci d'être avec nous, chargé plus spécialement aussi des éditions locales. Guillaume Doyen, le patron de la Gazette des communes, des départements et des régions. Bonjour Guillaume. Et Nathalie Moret, du Progrès de Lyon et des journaux du groupe EBRA. Bonjour Nathalie, merci. Il se passe des choses du côté de Lyon. On va y revenir dans un instant. Donc le nouveau président, le nouveau Premier ministre ont composé un gouvernement à l'équilibre subtil, parité, politique, société civile, experts. On va examiner tout cela ensemble. Apparition de nouveaux visages aussi, au milieu d'autres plus connus. 54 ans de moyenne d'âge, tirés vers le haut par la présence de quelques barons de la politique. L'arrivée aussi à des postes clés de ténors de la droite et aussi la présence de Nicolas Hulot, le chantre de l'urgence écologique. Un gouvernement de combat construit avant tout pour gagner une bataille, celle des législatives. Nathalie Moret.
Alors, je ne suis pas persuadée, pour vous contredire un petit peu, que ce soit un gouvernement. Moi, je pense que c'est ce matin. Ouais, je pense que c'est quand même un gouvernement qui est construit pour durer. Alors, certes, il y a quelques belles prises qui sont là pour faire des affichages. Mais avec une première échéance, pour les législatives qui ont lieu dans 3 semaines désormais. Mais je pense que ces gens-là seront aussi là après les législatives. C'est pour ça que je dis que c'est un gouvernement qui est prêt, qui est là pour durer. Il est évident que Nicolas Hulot, qui fait mal à la gauche de la gauche, sa présence est un gros coup pour eux. Il a très souligné ce matin. Absolument, c'est la vraie surprise, même si on le savait depuis hier matin, ou ça avait un petit peu filtré ces dernières heures. C'est une vraie surprise, puisqu'il avait toujours dit, il avait toujours refusé jusqu'à présent de rentrer dans un gouvernement. Et c'est une prise qui, effectivement, donne des signes importants à la gauche de la gauche et, voilà, et aux écologistes. Donc moi, je pense que c'est plutôt un gouvernement, d'abord très équilibré, un vrai gouvernement de refondation politique et qui a plutôt vocation à durer, même si on sait qu'il y aura des rééquilibrages à faire après les élections législatives. Avec des premières photographies, des premiers sondages, Jérôme Cordelier, qui montrent en gros que près de 60% des électeurs de François Fillon, par exemple, pour Elab, sont satisfaits de ce nouveau gouvernement. Je crois qu'on peut l'être. Il y a des moments où il faut être positif. C'est vrai que c'est un gouvernement, je suis tout à fait d'accord avec Nathalie, c'est un gouvernement qui est appelé à durer, c'est un gouvernement d'experts et de gens compétents. C'est-à-dire que plus de dosage politique. On a beaucoup parlé des éventuels débauchages à droite, très peu de débauchages à droite. Je veux dire Bruno Le Maire et Gérald Darmanin. Très peu. Des postes clés quand même, Bercy, l'économie. Oui, l'économie, mais je veux dire très peu par rapport à ce qu'on disait avant. Et ensuite, des gens très compétents dans leur domaine, qui ne sont pas forcément connus du grand public, mais Jean-Michel Blanquer, c'est le meilleur expert de l'éducation actuellement. Il était chroniqueur au Point juste avant. Voilà. Il est parfait. Voilà. Agnès Buzyn, qui est une grande spécialiste de la santé, qui a occupé des hauts postes dans la santé, c'est quelqu'un aussi de parfaitement dans son jeu. Nicolas Hulot, on peut égrener la liste comme ça, Muriel Pénicaud au travail. Voilà, je trouve que franchement, c'est avant d'un gouvernement de compromis ou de dosage politique, c'est un gouvernement d'experts. Et ça fait du bien, au moins, on va essayer ça. Des fidèles aussi. Christophe Castaner est porte-parole du gouvernement. Et puis les grands barons, comme l'a dit Nathalie. Alors, ces premiers cercles des fidèles, Guillaume Doyen, est-ce qu'il vous plaît d'abord ce gouvernement ? Je ne veux pas. Vous êtes enthousiaste comme Nathalie Moret et Jérôme Cordelier. Il ne s'agit pas alors je pense que c'est fait très habilement, mais la réalité c'est qu'on a un républicain Premier ministre, un républicain à l'économie, un républicain au budget. Donc c'est alors les choses qui comptent sont tenues par les républicains. Ce qui va compter le plus pour les Français aujourd'hui. La sécurité, tout ça compte. Oui, non. L'Europe, la clé des choses. La clé de l'action publique, là, tel que Macron, c'est le programme de Macron, c'est un programme économique avant tout, économique et social. C'est là-dessus qu'il a été élu. C'est pas sur la sécurité qu'il a été élu. Oui. On a le maire. Et Darmanin. Et puis le patron des ministres, le Premier ministre, un autre républicain qui est aussi élu sur cette compétence-là. Donc on a clairement, ce que j'ai vu tout de suite, c'est ça. Les clés sont données. Je pense que c'est ce qu'a vu tout de suite aussi François Baroin. Et les républicains, c'est ce qu'ils ont vu tout de suite eux aussi. Oui, alors vous venez de citer que 60% des électeurs de Fillon sont satisfaits des soutiens de Fillon sont satisfaits de... oui, je les comprends. En effet, on leur a donné ce qu'ils voulaient. Un vrai gouvernement droite libérale, voilà, ils sont contents. Je les comprends bien. Pour le reste, vous avez parfaitement raison, c'est extrêmement habile, Hulot. Et il y a d'excellents techniciens, vous l'avez souligné, des gens très réputés, Madame la ministre de la Santé, la ministre du Travail, etc. Ce sont des gens qui ont des carrières impressionnantes et dont l'expertise n'est pas à remettre en cause. Muriel Pénicaud, ministre du Travail, et Madame Buzyn, qui est à la Santé, donc qui est une médecin extrêmement estimée. Voilà. Nathalie Moret, alors... moi, sur les hommes de droite, je dis, c'est pas vraiment donner les clés du gouvernement aux hommes de droite. Parce que si on voit Bruno Le Maire avait extrêmement droitisé sa campagne à l'occasion de la primaire de la droite et du centre, mais profondément, c'est quelqu'un qui n'est pas si éloigné idéologiquement d'Emmanuel Macron ou de Manuel Valls, c'est plutôt quelqu'un de la droite modérée, comme Édouard Philippe. Et qu'est-ce que ça veut dire, ce gouvernement ? Plus qu'on donne les clés de Bercy à la droite, ça veut dire le gouvernement, il est fait d'hommes de gauche et de droite, mais qui sont plutôt modérés. C'est ça, à mon avis, la vraie leçon de ce gouvernement-là. Et sur les prises de droite, effectivement, ils ne sont que deux, le Premier ministre et 2 ministres. En même temps, vous l'avez dit, Cyril, ce sont des postes clés. Et je note que pour l'électorat de droite, il y a un juppéiste, il y a un sarkozyste, Gérald Darmanin, et il y a Bruno Le Maire. Donc on voit que pour l'électorat de la droite, c'est un signe très fort dans l'optique des législatives. Et effectivement, si François
François Baroin ne jette pas l'anathème sur ces ministres-là, c'est qu'il a tout à fait conscience qu'on peut avoir, après les législatives, 2 groupes de députés, les Républicains, et qu'il essaye d'éviter le pire, c'est-à-dire une scission des députés les Républicains dans 3 semaines, à mon avis. Le papier, c'est sur le débauchage qui s'intéresse. Voilà, je viens de vous faire mon papier à peu près. Merci. Guillaume Doyen, un petit mot quand même sur un fidèle de la première heure du président de la République, Richard Ferrand, qui est à la cohésion des territoires. Oui, c'est très intéressant d'avoir un... Le mot cohésion des territoires est intéressant. Oui. L'appellation. L'appellation, donc ça a changé. C'est plus un ministre à la réforme territoriale, ça n'est plus un secrétaire d'État aux collectivités locales. C'est plus vaste que les collectivités locales. C'est également, si vous voulez, le partage aussi. Pardon ? Un maréchal. C'est ça. Donc, et puis c'est un proche du président, voilà, très proche du président, un élu local lui-même, enfin il a eu un parcours aussi dans le privé, donc son action qui va être extrêmement importante va probablement être extrêmement regardée. Et longtemps au Parti Socialiste d'ailleurs. Il a même le logement, je crois que c'est un des portefeuilles les plus, avec le spectre le plus large. Hein. Donc oui, moi c'est étonnant qu'il rentre au gouvernement. J'étais persuadée justement que parce qu'il était l'un des plus proches pour moi c'est une vraie surprise, hein. Parce qu'il était un des plus proches d'Emmanuel Macron, je pensais qu'il allait plutôt diriger l'Assemblée nationale, c'est ce qui circulait en tout cas, pour faire en sorte de donner du sens à cette majorité qui sans doute sera un petit peu difficile. Contre le déclassement et les fractures. Il a dit que c'était sa priorité. Ça va être ça, parce que le grand enjeu, c'est de faire profiter le reste le pays, je dirais, de l'élan des métropoles aussi. C'est de casser ce qu'on a vu pendant cette campagne aussi. C'est une France rurale qui va pas bien. De vitesse. Voilà, à deux vitesses. Ces métropoles qui se développent. C'est tout le discours qui a été porté jusqu'à présent. C'est l'économie de l'intelligence pour les grandes villes. Et puis, qu'est-ce qu'on donne aux autres, si vous voulez? Est-ce qu'elles absorbent pas la totalité de la richesse nationale? C'est un grand enjeu pour les Français, ça, maintenant. D'ailleurs, les cartes électorales étaient relativement claires sur ce sujet, quand même. Pour finir sur Richard Ferrand, un ministre très politique, Nathalie Moret aussi, qui a longtemps été au Parti Socialiste, et qui a été aussi un soutien d'Emmanuel Macron de la toute première heure. De la toute première heure, et c'est surtout D'abord, c'était son premier mandat, en 2012, à Richard Ferrand. Et c'est quelqu'un qui a très vite compris que l'Assemblée était complètement sclérosée par les luttes d'appareil et les luttes entre les groupes. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il s'était très bien entendu avec Emmanuel Macron, puisqu'il était rapporteur de la loi dite Macron, avec les bus, etc. Et c'est pas du tout un hasard, en fait, s'il a sauté dans le camp Macron très vite. C'est qu'effectivement, ils étaient d'accord sur le fait que l'Assemblée, enfin le Parlement, en règle générale, ne pouvait plus fonctionner tel qu'il fonctionnait jusqu'à maintenant. Donc là, maintenant, ça c'est la théorie. Reste à savoir si en pratique, dans les prochains mois, ça va fonctionner. Ça, pour moi, c'est encore une vraie interrogation. Alors, vous êtes du Progrès de Lyon, mais Jérôme Cordelier connaît bien Gérard Collomb, il le connaît depuis longtemps. Vous êtes même l'auteur d'un portrait du nouveau ministre de l'Intérieur, qui est ministre d'État et premier dans la hiérarchie gouvernementale. Oui, enfin, il a ce qu'il mérite, puisque ça a été le premier grand élu, on peut dire, à suivre Emmanuel Macron. Moi, je me souviens au début. Apprécié à Lyon, il faut le rappeler. Je me souviens au début, parce que j'ai exhumé une interview que j'avais fait de lui juste en 2015, au moment où il avait rencontré Emmanuel Macron à Léognan, là, juste après, où il racontait, alors c'était amusant, parce qu'il disait ce que dit dans tout le monde, que c'était un iconoclaste, qui avait une pensée réelle, hors des 30 glorieuses, donc une nouvelle pensée politique et économique. Et donc Gérard Collomb a ce qu'il mérite, ça a été le grand soutien, et je pense que c'est un des plus sincères autour d'Emmanuel Macron. Il n'a rien à gagner d'Emmanuel Macron, puisqu'il a fait sa carrière. Il va avoir 70 ans le 20 juin. Il a tout fait. Il a réussi à Lyon. Il a propulsé Lyon dans le cercle des grandes métropoles européennes. Et donc, il n'a rien à attendre du président de la République. Mais c'est vrai qu'il a hésité, puisqu'on sait qu'il voulait rester à Lyon, mais qu'il ne pouvait pas refuser, a-t-il dit d'ailleurs à son entourage, un ministère aussi prestigieux. Alors maintenant, la tâche sera très difficile. Il y a un affectif avec le président. On a vu cette photo derrière vous, là, qui est dans le point. Cette très semaine, affectif, où le président lui pose la main sur la joue. Parce que il était très ému en même temps, si vous voulez, c'est à la fois d'abord le parcours de Gérard Collomb est exceptionnel, puisque c'est quelqu'un qui était fils de contremaître, sa mère était femme de ménage, il est devenu agrégé de lettres classiques. Après, il a pris Lyon après 25 ans d'opposition. Donc c'est quelqu'un qui a quand même roulé sa bosse. Il a été très mari du fait que François Hollande ne l'intègre pas dans un gouvernement. Et ensuite, les idées d'Emmanuel Macron, il les porte depuis très longtemps. Il a été le champ
chantre du social-réformisme, ce qu'il appelle, lui, le saint-simonisme, qui est une doctrine du 19e siècle. Il semble qu'il est mal perçu de ne pas avoir été dans... Il a été maltraité par il a prêché dans le désert pendant des années. Moi, je me souviens très bien, il y a une dizaine d'années, je me souviens, au Parti Socialiste, je disais que j'étais journaliste au Progrès de Lyon, et je mentionnais Gérard Collomb, et on me disait, et des gens très bien placés au PS, on me disait, Gérard qui ? Donc voilà, c'est quelqu'un qui a été maltraité et méprisé. Nathalie, alors ce qu'il faut, c'est qu'en le sortant, c'est quelqu'un qui a une vraie pensée. On peut être d'accord ou pas d'accord, mais il a une vraie pensée sociale, libérale, voilà, qui est héritée du saint-simonisme, mais il a beaucoup plus de pensée que certains courants du PS qui, à un moment, avaient pignon sur rue. C'est dans le point cette semaine, et puis c'est la une du Progrès aussi. C'est le premier des ministres. Évidemment, le Progrès de Lyon, ne pouvait pas mettre ne pas mettre le maire de Lyon, maintenant futur ex-maire de Lyon, à la tête du Progrès. Je voudrais insister sur le fait que, et il l'a dit d'ailleurs dès ses premiers mots hier, je pense que c'est une vraie douleur pour lui de quitter Lyon, parce que Lyon, il doit tout à Lyon. Lyon lui doit beaucoup. Et effectivement, je pense que il a parlé du pincement au cœur qu'il avait. Je pense c'est vraiment un gros pincement au cœur pour lui. Il a un amour viscéral pour sa ville. Complètement. Alors, François Bayrou, ministre de la Justice, garde des Sceaux, au fond... il a gagné presque sur tous les tableaux, à la fois en termes d'investiture, Nathalie Moret, et Guillaume Doyen, et puis en termes aussi de poids dans le gouvernement. Et garde des Sceaux, il va porter cette première loi qui arrive sur la moralisation de la vie publique. Il a réussi son coup ? Je dirais que c'est la fin de carrière de Bayrou ne se termine pas si mal. Je pense pas qu'il ait réussi son coup. C'est la revanche pour la République des Pyrénées, c'est la revanche. Ce qu'il voulait faire a été accompli par Macron, quoi. Ouais. Donc voilà, donc il peut avoir à la fois un certain plaisir à exercer cette nouvelle fonction et aussi se dire voilà qui a fait ce que moi j'aurais aimé. Je mets un bémol juste à ce que tu dis, Guillaume, parce que d'abord, je pense qu'il a réussi son coup, parce que non seulement il est garde des Sceaux, ministre d'État, Marielle de Sarnez, donc sa fidèle parmi les fidèles est quand même à l'Europe, et il a 100 investitures. Et Sylvie Goulard, voilà, c'est la résurrection qui est ministre des Armées. Le modèle n'existait pas. Le modèle n'existe plus. Un parti sans militants, un parti quasiment sans élus, enfin très peu de grands élus, et il se retrouve avec 3 ministères, dont 2 régaliens. Effectivement, il a eu un... Sylvie Goulard n'est plus au MoDem, quand même. Oui, c'est vrai, elle n'est plus. Enfin, ça a été. Oui, voilà, c'est ça, les centristes. Objectivement, je trouve que c'est quand même très très bien payé, et il est numéro 2 du gouvernement, ministre d'État. Non, c'est une belle revanche. Alors, je suis d'accord avec la République des Pyrénées. Les Républicains, Guillaume Doyen. Les Républicains, pour le coup, si vous parlez du parti et non pas des ministres républicains qui sont au gouvernement, les Républicains viennent de se faire torpiller de manière tout à fait magistrale. Je suis extrêmement impressionné. Alors là, pour le coup, de l'habileté, de la tactique, ça fait extrêmement mal. Il n'y a pas que Darmanin n'est pas un modéré, absolument pas. Darmanin, ils ont vraiment réussi à arracher quelqu'un qui avait un discours assez sec, tout de même. Proche de Nicolas Sarkozy. Proche de Sarkozy. C'était un jeune espoir du parti, enfin c'est élu d'une ville très populaire, Tourcoing. Enfin, si vous voulez, là quand même ça fait mal au parti Les Républicains, vraiment mal. Avec un entretien exclusif avec Alain Juppé dans Le Point aussi, Jérôme Cordelier. Oui, alors on a été voir le Sage de Bordeaux, c'est très intéressant. Bordeaux. Parce qu'il a une pensée très... Alors, il faut dire que l'entretien a été fait 3 jours après l'élection d'Emmanuel Macron. Donc, on ne connaissait même pas encore la nomination de son fidèle, Édouard Philippe. Lui le savait, à votre avis ? qu'Édouard Philippe allait être nommé Premier ministre. Vous avez senti quoi ? Écoutez, je l'ai vu vraiment, c'était 6 jours avant, je ne sais pas, enfin voilà, ça va c'est le débat, très vite. C'est le débat de savoir si... A priori, il le savait. C'est-à-dire que je pense que Édouard Philippe... En tout cas, il en parle dans l'interview, et ce qui est intéressant, c'est que je trouve surtout, c'est qu'il ne rentre pas un peu dans la cuisine et tout, c'est la distance. La parole d'Alain Juppé va devenir très intéressante, et on peut le lire dans l'interview, c'est très intéressant, parce qu'il voit un peu les équilibres politiques qui sont à l'œuvre, j'allais dire en marche. Mais vous voyez, donc c'est un discours, une interview d'entomologiste et entomologiste libre. Je voulais juste revenir à ce que disait Guillaume, c'est-à-dire sur les Républicains. Je trouve que par rapport au nombre de Républicains qu'on a, on a dit qu'il y aurait plein de Républicains qui rentreraient au gouvernement, il y en a très peu. Un mot sur Jean-Yves Le Drian et un petit mot sur la société civile. Pour terminer, Jean-Yves Le Drian, il passe d'un ministère à l'autre avec le même poids. Oui, mais c'est l'élément vraiment rassurant. C'est vraiment le grand ministre incontesté.
incontestable et apprécié de tous bords avant même qu'il entre au gouvernement. Et la société civile, Nathalie Moret, bien représentée, très bien représentée. La moitié du gouvernement, que des experts, pas des gens qui sont là pour faire gadget, que des gens extrêmement capés dans leur domaine. Alors après, être ministre et s'affronter avec le Parlement, c'est quand même un truc pas simple. On verra si ils font mieux que leurs prédécesseurs. Ça n'a pas toujours été très très bon ce qu'a fait la société civile auparavant. Merci Nathalie Moret du Progrès de Lyon, Jérôme Cordelier du Point, Guillaume Doyen de la Gazette des Communes. On regarde la météo, le temps qu'il fait en France aujourd'hui et aussi dans les départements et territoires d'outre-mer. La météo vous est présentée par Terroléo Pro avec le concours de l'Assemblée des départements de France. C'était la météo avec Terroléo Pro et l'Assemblée des départements de France. Voilà, encore et toujours sur ce gouvernement avec le Zappélisé, le premier zapping politique des matinales d'info qu'on regarde ensemble. Vous pensez que vous serez ministre ? Vous savez, on l'espère toujours, mais là, on est dans un moment d'incertitude. Je note l'impatience des journalistes pour voir paraître la liste. Le président de la République a nommé Monsieur Gérard Collomb, ministre d'État, ministre de l'Intérieur. J'aurais bien voulu, bien sûr, continuer cette tâche ici ou dans un autre ministère. J'ai eu le président de la République au téléphone, bien sûr, Emmanuel Macron qui m'a appelé, qui m'a expliqué que compte tenu des équilibres politiques, ça n'était pas possible. Monsieur Nicolas Hulot, ministre d'État, ministre de la Transition écologique et solidaire. J'ai entendu dire que j'allais vous remplacer. Ça n'est pas possible. Parce que vous êtes tout bonnement irremplaçable, Ségolène. Vous êtes une grande dame. Le risque, c'est que ce soit un trophée. On voit bien dans la politique de communication que Nicolas Hulot peut être un trophée. Mais l'espoir, c'est qu'il arrive justement, avec sa sincérité, avec sa détermination, à faire radicalement changer les choix actuels du président. Monsieur François Bayrou, ministre d'État, garde des Sceaux, ministre de la Justice. C'est en train de mal tourner. Quand on a pour Premier ministre un homme qui était central dans le lobby nucléariste du pays, clairement, le reste devient presque un décor. Madame Sylvie Goulard, ministre des Armées. Jean-Yves Le Drian quitte donc la défense pour prendre l'Europe et les affaires étrangères. Petit flottement au moment de la passation de pouvoir. Nous prendrons acte de celles et ceux qui rejoindront les bancs du gouvernement. Ils porteront désormais un projet que nous avons combattu et que nous combattrons auprès des Français. Monsieur Bruno Le Maire, ministre de l'économie. Arrière les petites querelles politiciennes. Place au débat. Place à la décision rapide, constructive. Monsieur Gérald Darmanin, ministre de l'Action et des comptes publics. L'évidence s'impose. Ils ont choisi, en acceptant ces responsabilités, de quitter notre famille politique. Et votre exclusion vous fait ni chaud ni froid ? Non, je suis triste, mais moi je suis un homme de droite. La seule chose qu'il fait, c'est qu'il achète les gens en mettant des ministères sur la table. Je pense que c'est pas à la hauteur. Qu'un député de l'opposition puisse être le Premier ministre, le chef de la majorité, le patron du gouvernement de M. Macron, du président de la République, c'était pour moi une magnifique signe d'ouverture. On ne peut pas refuser la main tendue. Frédéric Vidal, Annick Girardin, Laura Flessel, Elisabeth Borne, Marielle de Sarnez. C'est une belle équipe. Vous avez vu, il y a des ministres, un Premier ministre, un président de la République. Je pense que c'est une belle équipe pour la France. Voilà ce que je crois. Territoire d'info, Public Sénat, Sud Radio.
Voilà, et l'invité politique de Public Sénat de Sud Radio avec la presse quotidienne régionale ce matin, c'est Jean-Baptiste Lemoyne, le sénateur de Lyon. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Lemoyne, pour vous interroger à mes côtés ce matin, Christophe Bordet de Sud Radio et Oriane Mancini de Public Sénat. Bonjour. Bonjour. Oriane. Bonjour Christophe. Jean-Baptiste Lemoyne, premier conseil des ministres de la présidence Macron ce matin à 11h, 22 ministres et secrétaires d'État. Elle est où cette promesse d'un gouvernement resserré? Il devait y en avoir en tout 15, c'est ça, 15, pas plus? Eh bien, il y a effectivement 16 ministres d'État et ministres et 4 secrétaires d'État qui sont accompagnés de secrétaires d'État, parce que vous savez... Ça fait 22. Mais 16 ministres pleins. Et donc, de ce point de vue-là, le gouvernement tient beaucoup de promesses, vous savez, faites par Emmanuel Macron. La promesse d'un renouvellement, la promesse de nouveaux visages, la promesse de la société civile. 11 des 22 ministres qui ont des expériences qui ne sont pas forcément politiques, avec de très beaux profils. Regardez, Jean-Michel Blanquer. Un spécialiste et un connaisseur de la machine de la rue de Grenelle à l'Éducation nationale. Il a été directeur général de ce ministère. Il a été recteur à Créteil. Eh bien, le fait de pouvoir aller faire divorcer peut-être l'idéologie d'un certain nombre de ministères, faire tout simplement qu'on puisse aller dans le concret, avoir de parfaits connaisseurs qui sont capables d'arbitrer, de mettre en œuvre le projet d'Emmanuel Macron. Je trouve que c'est une bonne nouvelle. Regardez, la ministre du Travail, Madame Pénicaud, elle a l'expérience du dialogue social. Et j'écoutais ce matin Jean-Claude Mailly, le leader de Force ouvrière, qui disait, c'est vrai, elle a été salariée, elle sait ce que c'est, elle a pratiqué le dialogue social, elle sait ce que c'est. Et donc je trouve que, vous savez, on a enfin l'incarnation de ce fameux gouvernement idéal qu'attendent les Français. Ce gouvernement idéal, on verra bien. Sur le papier, en tout cas, ça a l'air idéal. Ce gouvernement, pour vous, en tout cas, il penche plutôt aujourd'hui à gauche ou à droite? Non, ce gouvernement, il penche à la France. Parce que justement, il penche à la France. Il fait le choix d'unir des personnalités qui ont des profils et des parcours différents. Certains qui viennent, vous l'avez dit, de la droite, comme Gérald Darmanin, comme Bruno Le Maire. D'autres qui viennent de la gauche, comme Jean-Yves Le Drian, Richard Ferrand. D'autres qui viennent du centre, comme François Bayrou ou Sylvie Goulard. Mais donc ce que je veux dire, c'est qu'il ne s'agit pas de regarder les étiquettes, il s'agit de regarder l'avenir. Toutes ces personnalités ont en commun le fait de vouloir regarder ensemble dans la même direction pour redresser le pays. Et donc le ciment entre toutes ces personnes, c'est quoi ? Eh bien, c'est le président de la République, Emmanuel Macron, le projet qu'il a défendu devant les Français et que maintenant il faut mettre en œuvre. Et c'est pour ça que vous savez, aujourd'hui, Ségolène Royal évoquait Nicolas Hulot. Pour vous dire que justement, un Nicolas Hulot, un Bruno Le Maire, ils ne sont pas là pour défendre, je dirais, les idées de la Fondation Hulot ou les idées de Bruno Le Maire à la primaire. Ils sont là pour mettre en œuvre le projet d'Emmanuel Macron. Jean-Baptiste Lemoyne, mais on note quand même qu'il n'y a aucun membre du Parti Socialiste dans ce gouvernement, excepté ceux qui étaient des proches d'Emmanuel Macron pendant cette campagne. Quel est le signe? Il voulait se détacher de l'héritage du quinquennat Hollande, Emmanuel Macron? Il avait dit qu'il reprendrait très peu de ministres sortants. C'est le cas, il n'y en a que 2. Jean-Yves Le Drian, pour lequel il y a toujours eu cette exception qui était affichée compte tenu du succès qui a été le sien à la tête du ministère de la Défense. Et aujourd'hui, il va au ministère des Affaires étrangères où, on le sait, les sujets sont très imbriqués au regard de notre intervention au Sahel. Je reviens moi-même du Mali, je peux vous en parler savamment. Et donc, en réalité, il fait le choix, effectivement, de tourner la page. Emmanuel Macron, c'est l'alternance au carré. On tourne la page du quinquennat de François Hollande et on tourne la page aussi de 20 ou 30 années où droite et gauche se succèdent, pas forcément avec bonheur, parce que, on le voit, il y a quand même un taux de chômage, heureusement, ça a baissé, on l'a vu ce matin avec les chiffres, mais on en est encore à 9,6%. Comment on tourne la page quand même quand on se retrouve au gouvernement avec ce que l'on vient de dire, avec des Le Drian, avec des Bayrou, enfin bref, avec des gens qui sont quand même dans la politique finalement, voire dans la politicaillerie depuis très longtemps? Non, je crois que... c'est une réalité. Il y a un bel... Il y a un bel alliage, un beau mélange. Il y a à la fois des personnalités très solides, très fortes, très ancrées. Effectivement, Gérard Collomb, c'est l'expérience d'un grand élu qui a su transformer une métropole, Lyon, et qui aujourd'hui apporte son savoir-faire, ses compétences au niveau du ministère de l'Intérieur en tant que ministre d'État. Mais c'est pas le renouveau. Et donc, écoutez, si, c'est une forme de renouveau, il n'a jamais été ministre. Voilà. Et donc, du coup, ils ont été également, les uns et les autres, à côté de ces personnages d'expérience, vous citiez François Bayrou également, on a toute une jeune garde qui monte. Je vois Christophe Castaner, là, qui est en ce moment sur l'écran. Je pense également à Mounir Majoubi, à Marcel Schiappa. C'est vrai, vous avez raison. Sophie Cluzel. Il y a toute une jeune garde qui monte. Et d'ailleurs, je vois un peu dans votre œil ce matin une forme quand même de
petite déception parce que votre nom a beaucoup circulé pour être dans ce gouvernement et finalement vous n'y êtes pas. Non mais vous savez, c'est naturellement, j'imagine, un très grand honneur d'être appelé à siéger pour défendre la France au Conseil des ministres. Cela étant, vous savez, je suis un marcheur parmi 250 000 marcheurs. Et vous regrettez de pas être au gouvernement ? Oui. Non, mais ce que je veux dire, c'est que... Un marcheur particulier qui a quitté les LR, qui a été le premier, oui, etc. Mais vous savez, Emmanuel Macron a lancé ce mouvement formidable. Et 250 000 personnes se sont mis derrière lui, dont moi. Mais parmi ces 250 000, beaucoup avaient des compétences pour, agir pour la France. Bon, eh bien, écoutez, on continue la refondation. On continue la refondation. Vous êtes le seul parlementaire de droite à l'avoir rallié avant la campagne. Est-ce qu'aujourd'hui, vous vous dites que finalement, votre prise de risque, eh bien, elle est mal récompensée ? Non, vous savez, je ne suis pas dans cet état d'esprit-là. Vous l'avez dit, je suis parlementaire. Eh bien, vous savez, la refondation, il y a eu un acte 1 avec l'élection d'Emmanuel Macron, il y a 10 jours. C'était il y a 10 jours seulement. Et pourtant, on a vu tous les changements. Il y a eu un acte 2 avec la nomination d'un Premier ministre, Édouard Philippe, qui était le bras droit d'Alain Juppé. C'est quand même quelque chose de pas banal. Il y a un acte 3, hier, avec la composition de ce gouvernement, où on l'a vu, beaucoup de promesses tenues. C'est rare. Et il y a un acte 4 qui va arriver de la refondation, c'est un Parlement rénové, refondé. Et moi, naturellement, j'y prendrai toute ma part. Parce que il s'agira vraiment de plus faire comme avant aussi. C'est-à-dire, on n'est plus là pour avoir le robinet à loi qui est ouvert à plein pot et à pleine vanne. Il s'agit, Emmanuel Macron l'a dit, alors déjà, moins de parlementaires, avec plus de moyens pour pouvoir évaluer, contrôler l'action du gouvernement. Moins de parlementaires, mais pas dès ces législatives-là. Bien sûr, mais en tous les cas, plus de moyens pour évaluer et contrôler l'action du gouvernement. Il est temps que vraiment cette mission qui est inscrite dans la Constitution puisse vivre. Et je peux vous dire que les parlementaires, du coup, ils ont vraiment toute leur place pour s'assurer que le gouvernement répond aux attentes des Français. Parce que les ministres, maintenant, effectivement, doivent se mettre au travail. Jean-Baptiste Lemoyne, parmi les prises de guerre de ce gouvernement, il y a Nicolas Hulot. Il a refusé d'entrer dans les gouvernements précédents. Là, il a dit oui. Quelle est la contrepartie ? Écoutez, je ne pense pas que ça se pose en termes de contrepartie. Je pense qu'une personnalité, lorsqu'elle est appelée par le président de la République et le Premier ministre pour entrer au gouvernement, c'est il a dit non aux 3 présidents précédents. Il y a forcément une contrepartie. Pourquoi cette fois il a dit oui ? Non, mais il n'y a pas de contrepartie au sens d'un marchandage. Il y a la capacité à agir. Parce que Nicolas Hulot a été, je dirais, un influenceur, quelqu'un qui a porté une parole très forte sur l'écologie. Maintenant, il s'agit de se confronter à la réalité dans la mise en œuvre et dans la suite de la COP21. S'assurer de gauche et anticapitaliste, on se demande bien comment il va s'entendre avec le président banquier. Mais ce que je dis, c'est que Nicolas Hulot, il ne vient pas pour mettre en œuvre le projet de Nicolas Hulot, président de la Fondation Hulot. Il vient là pour mettre en œuvre le projet d'Emmanuel Macron. Et Emmanuel Macron, par exemple, l'a dit. Mais il y a des divergences sur le projet. Nicolas Hulot est contre Notre-Dame-des-Landes, il est contre le nucléaire. Emmanuel Macron et Édouard Philippe sont pour. Sur le projet, sur le fond, comment vont-ils faire pour s'entendre ? Il me semble que dans la hiérarchie gouvernementale, c'est le président de la République et le Premier ministre qui priment. C'est Jean-Baptiste Lemoyne qui est notre invité ce matin, le sénateur de Lyon. Je voudrais vous faire revenir sur la société civile. Plusieurs ministres de la société civile qui sont tous des spécialistes dans leur domaine. Vous évoquiez tout à l'heure Jean-Michel Blanquer à l'éducation, qui était directeur de l'ESSEC. Agnès Buzyn, qui était présidente de la Haute Autorité de la Santé à la Santé. Connaître ces dossiers, est-ce que c'est très important ? C'est le premier critère pour être un membre du gouvernement, selon vous ? Bon, je crois que le premier critère, c'est la capacité à décider, à impulser, à arbitrer. Un ministre, il est là, effectivement, pour prendre des décisions politiques. Sur des dossiers qu'on connaît ? Mais je trouve que avoir des ministres qui ont des expériences, plutôt que... Vous faisiez allusion à l'aller-retour privé-public tout à l'heure. Je pense que des ministres qui ont touché du doigt la réalité du terrain, concrète, dans les entreprises, vous voulez dire. Dans la sphère dans laquelle ils sont amenés à prendre des décisions, c'est plutôt pas mal. Parce qu'on a tellement brocardé. Les Français en ont assez, justement. Dans le passé, ça n'a pas été... Vous savez, les Français ont le sentiment... depuis longtemps que le gouvernement, il est hors du sol, sont des politiques professionnelles qui font que ça. Non, mais les ministres de la société civile n'ont pas vraiment réussi dans le passé. Mais attendez, dans le passé, les ministres de la société civile... Tout le monde ne s'appelle pas Malraux. Il y a quelques années, c'était souvent mis à petite dose. Il y en avait 2-3 pour faire joli. Là, c'est pas pour faire joli. Là, c'est un parti pris dans la Constitution. La moitié, 50% des membres du gouvernement sont issus de ce type de profil. Et donc effectivement, qu'une Sophie Cluzel, qui est présidente d'associations dans le monde du handicap, qui s'est battue, moi je l'ai connue il y a 10 ans déjà, pour que les enfants handicapés aient des AVS suffisamment en nombre, que ce statut évolue, et qu'aujourd'hui elle se retrouve aux manettes. C'est gage de réussite pour vous, ça. Je trouve que c'est prometteur. Voilà, maintenant on jugera les uns et les autres au regard des résultats, une petite question, mais c'est prometteur. Puisqu'on est en train de parler... handicapés.
Oui, puisqu'on est en train de parler des ministres qui composent ce gouvernement. On va parler de Bruno Le Maire et de Darmanin dans un instant. Moi, j'avais une question simple à vous poser. On parlait de Hulot tout à l'heure. Je peux vous dire un truc, c'est que les chasseurs en France sont très inquiets à l'heure où on se parle pour l'avenir de la ruralité et de la chasse avec Nicolas Hulot. Ouais. Qu'avez-vous envie de leur dire ce matin à ces chasseurs qui sont inquiets, voire en colère ? C'est simple. Emmanuel Macron est venu à la rencontre des chasseurs, à la Fédération nationale des chasseurs. Il a prononcé un discours qui a été très écouté et entendu. Eh bien, c'est simple. Aujourd'hui, il s'agit tout simplement de mettre en œuvre tout ce qui a été dit. Et donc, vous savez, une campagne électorale, ce sont des promesses qui engagent. Hulot fera une politique en faveur des chasseurs. Et donc, d'ailleurs, non, mais la question, ça va être de regarder par qui va être assumée la chasse. Moi, je pense que la chasse, elle a sa place au ministère de l'Agriculture, par exemple, et de la Ruralité, plus qu'au ministère de l'Écologie. Et donc ça sera regardé dans les décrets d'attribution. Je trouve que ça aurait du sens de le mettre là, puisque c'est une composante de la ruralité très importante. On va continuer sur la composition de ce gouvernement. Il y a seulement 2 membres des Républicains, Bruno Le Maire, Gérald Darmanin. Est-ce que c'est un échec dans la stratégie d'Emmanuel Macron de faire imploser ce parti ? Je crois que, vous l'aviez dit, j'étais le premier parlementaire LR à soutenir Emmanuel Macron. Moi, je me réjouis qu'aujourd'hui, de nombreuses personnalités des LR constatent que le diagnostic que j'avais fait il y a plusieurs mois est valable et s'associe à cette action de refondation, qu'on ouvre un peu les portes et les fenêtres de notre vie démocratique. Et aujourd'hui, je peux vous dire qu'au-delà de Bruno Le Maire et de Gérald Darmanin, il y a un appel à la main tendue qui était signé par des centaines d'élus. Là, les Républicains paraissent quand même beaucoup plus soudés qu'imaginés par votre camp. Vous savez, moi j'ai été membre de cette famille politique, j'ai beaucoup donné, j'ai beaucoup reçu, et c'est une famille... Voilà, mais les ténors du parti restent unis derrière François Baroin et derrière un candidat aux législatives. Est-ce que vous l'imaginez ? Est-ce que vous imaginez que le parti reste aussi soudé ? Oui, mais vous savez, ce qui compte, c'est parler aux Français, parler aux électeurs. Il y a beaucoup d'électeurs de droite, je peux vous dire, qui ne se reconnaissent pas forcément justement dans l'attitude un peu de bisbille guerrière, d'anathème, d'exclusion qui ont été lancés à l'encontre de Bruno Le Maire ou de Gérald Darmanin. Des Français de droite qui estiment que maintenant il faut faire réussir la France. Et donc faire réussir la France, c'est éviter, justement, c'est pas d'imposer une cohabitation. C'est pas de paralyser le pays. Faire réussir la France, c'est faire en sorte que le projet d'Emmanuel Macron, qui concilie plus de liberté économique avec de nouvelles protections, le fait que tout le monde puisse avoir accès au chômage chez les indépendants, pour les agriculteurs par exemple, tout ça en fait c'est une politique de flexibilité. Est-ce que vous pensez que les électeurs de droite ils vont comprendre qu'Édouard Philippe, Bruno Le Maire et Gérald Darmanin fassent campagne contre leurs candidats ? Mais les choses ne se posent pas tout à fait dans ces termes-là, si vous me permettez, puisqu'il y a un certain nombre de circonscriptions dans lesquelles En Marche a décidé de ne pas mettre de candidats. Et c'est le cas dans un certain nombre de circonscriptions où il y a des candidats issus de la famille républicaine, mais qui ont montré qu'ils étaient disposés Pourquoi donner à travailler. Pourquoi donner un coup de main à M. Le Foll, par exemple, qui n'a pas de candidat En Marche face à lui ou à Myriam El Khomri, un Hollandais historique. Attendez, les repères du passé ne sont plus valables. C'est plus les Républicains, le PS. Aujourd'hui, c'est la famille des progressistes qui s'unit, qui va effectivement des sociodémocrates aux libéraux sociaux. Et ces gens-là, effectivement, de Édouard Philippe jusqu'à Manuel Valls, eh bien, ils ont vocation à appuyer le gouvernement. Et on verra donc le vote de confiance à l'Assemblée nationale. C'est ça qui déterminera la majorité. Après les élections législatives, il y aura des élections sénatoriales. Est-ce que vous êtes intéressé, par exemple, pour prendre la tête du groupe En Marche qui résultera de ces élections sénatoriales ? Est-ce que vous êtes bien placé et intéressé ? Non, mais vous savez, moi je suis pas dans la... Quel est votre avenir ? Je suis pas dans la quête de poste, c'est pas ça le sujet. Non, mais est-ce que vous pensez qu'il y aura un groupe En Marche au Sénat à l'issue des sénatoriales déjà ? Ce que je sais, c'est qu'effectivement, il y a des marcheurs qui sont pour l'instant éparpillés dans différents groupes. Il y en a au LR, il y en a au groupe... On avait Didier Guillaume hier, il y en a au Parti Socialiste, il y en a au RDSE. Maintenant, il y aura forcément un carrefour pour se rencontrer. Est-ce que ça prendra la forme d'un groupe ou d'un intergroupe ? Tout cela n'est pas encore tranché. Mais vous savez, il y a aussi une spécificité sénatoriale. Quand l'UMP a été créée en 2002, les groupes qui préexistaient ont vécu quelques années encore. Donc tout cela va se mettre en place, mais il n'y a pas encore de schéma définitif. Vous avez déjà des discussions, notamment avec Jean-Pierre Raffarin, Didier Guillaume, qui sont prêts à faire un groupe des progressistes. Vous avez des François Patria a lancé des idées qui ont le mérite de faire réagir, et donc tout cela va se mettre en place petit à petit, mais il y a une campagne sénatoriale, et c'est à l'issue de cette campagne, j'imagine que les nouveaux parlementaires, sénateurs seront amenés à faire des choix. Vous comprenez qu'aujourd'hui, on est avant tout dans l'action immédiate. Merci Jean-Baptiste Lemoyne, sénateur de Lyon. Merci à vous. Et marcheur de la première heure, d'avoir été notre invité sur le plateau de Territoire d'Info. On passe au débrief de vos propos dans un instant. Merci.
Voilà, pour débriefer les propos de Jean-Baptiste Lemoyne, qui était notre invité ce matin. Eh bien, je réaccueille Jérôme Cordelier, le rédacteur en chef adjoint des éditions locales du Point, qui était avec nous dans la première partie de cette matinale d'infos. Bonjour Jérôme. Oh, et j'accueille Nathalie Moret du groupe EBRA, qui représentait le Progrès de Lyon sur ce plateau ce matin. Voilà. Bonjour. Lyon qui a été bien placé, puisque c'est le premier des ministres. Ministre d'État, ministre de l'Intérieur. Voilà. Alors, ce premier Conseil des ministres, qui aura lieu à 11h ce matin, c'est 22 ministres et secrétaires d'État. C'est tout de même plus que la promesse initiale d'Emmanuel Macron, qui était de se restreindre à 15 ministres. Alors, il dit 16 ministres, a dit Jean-Baptiste Lemoyne ce matin, et 4 secrétaires d'État. Ça reste un gouvernement plutôt resserré. Plus resserré. Souvenez-vous, on a souvent eu des gouvernements avec 15 ministres, 15 secrétaires d'État, etc. Là, non, on a des ministres avec des portefeuilles extrêmement larges. Bon, sans doute y aura-t-il quelques secrétaires d'État supplémentaires après les législatives, parce qu'on sait très bien qu'après les législatives... Pour veiller à des équilibres politiques. Des rééquilibrages politiques à faire. Mais non, ça reste, je trouve, un gouvernement plutôt resserré. Donc il tient sa promesse. Et je pense que pour l'instant, Emmanuel Macron tient toutes ses promesses. C'est assez incroyable, parce que pour l'instant, effectivement, depuis sa nomination, enfin son élection, il a fait exactement tout ce qu'il disait qu'il ferait. J'allais dire qu'il n'y a pas de surprise. Donc je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais là pour l'instant, il a fait ce qu'il dit. Avec un focus sur des personnalités de la société civile, dont Jean-Baptiste Lemoyne disait ce matin, elles sont pour la première fois en grand nombre. Ce ne sont pas des ralliements de circonstances, et elles sont spécialistes dans leur domaine pour la plupart. Oui, ce qui est intéressant, je trouve, c'est plus que la société civile, c'est justement ce que vous dites, Cyril, c'est le côté expert. Avec un va-et-vient public-privé, assez évident pour certains. Voilà, et surtout, c'est des gens qui, dans leur domaine, chacun dans leur domaine, sont experts de leurs questions et ne sont pas idéologues. Enfin, pour bien connaître Jean-Michel Blanquer, puisqu'il était éditorialiste au Point avant et qu'il a... Il est à l'éducation. Voilà, il est à l'éducation, c'est pas un idéologue. Directeur de l'ESSEC, quand même. Directeur de l'ESSEC, mais aussi directeur de l'enseignement scolaire préalablement, donc numéro 2 du ministère, recteur en Guyane à Créteil. Mais ce n'est pas un idéologue, c'est ça qui est intéressant. C'est quelqu'un qui a envie de faire avancer les choses et qui a une lecture pragmatique. Agnès Buzyn aussi, présidente de l'autorité de la santé. À la santé, pareil. Gérard Collomb, on ne peut pas dire que ce soit quelqu'un qui soit idéologue, il n'est pas sectaire, il est pragmatique. Donc voilà, il faut... Et ce qui est intéressant aussi, c'est ce qu'on disait, c'est qu'il n'y a pas il n'y a pas de gadget dans ce gouvernement. Vous savez, d'habitude, il y a toujours un peu des personnages qui sortent comme ça, soit parce qu'ils ont une forte notoriété, soit parce qu'ils viennent d'horizons complètement décalés. Et là, Nicolas Hulot, il vient d'un horizon décalé. Là aussi, c'est un expert. Il a quand même démontré ses compétences dans les manières qu'il traite et sa libre pensée. Donc, c'est quand même la cerise sur le gâteau, ça, Nathalie Moret, Nicolas Hulot. C'est la belle prise de ce bien sûr, il a refusé 3 fois. Il a jamais accepté d'entrer dans un gouvernement. Jamais. Donc il a eu des garanties mais oui, on ne sait pas encore, enfin c'est difficile de dire lesquelles, on le saura, mais effectivement déjà, le fait que ce soit un ministre d'État, ça veut dire que l'écologie est placée en rang de priorité dans ce gouvernement, dont on sait très bien que Édouard Philippe... Édouard Philippe et Emmanuel Macron ne sont pas les plus écologistes des hommes politiques. Donc effectivement, le fait de mettre Nicolas Hulot, qui a l'investissement qu'on sait depuis des années sur ces questions, de le mettre ministre d'État, ça a du sens. Et ça a du sens notamment pour les écologistes et pour la gauche de la gauche. Donc c'est à la fois quelque chose de pertinent, j'allais dire, au niveau de l'expertise, et politiquement quelque chose de très habile. Autre chose qui est intéressant aussi, c'est que d'abord, en composant ce gouvernement, on voit bien qu'on s'éloigne des dosages partisans, donc ça c'est quand même un bon point, c'est-à-dire qu'on met les gens compétents à la place où ils doivent être, et ensuite, parce que c'est toujours le problème quand on a une victoire comme ça, c'est un peu inattendu, enfin assez large, c'est de remercier les gens, les fidèles. Alors les fidèles sont placés, mais ils sont placés dans leur domaine de compétences. Il n'y a pas tout d'un coup, comme on pouvait voir dans les autres du gouvernement qu'on avait beaucoup vu dans les médias. Oui, mais il est à sa place. Il a toujours porté la parole. Et puis la relation avec les élus. Macron depuis plus de 2 ans. Donc effectivement, il est logique qu'il soit. Il n'y a pas, vous savez, dans les autres gouvernements, il y avait un grand fidèle Jean-Yves Le Drian, qui passe de la défense aux affaires étrangères. Il était indispensable pour structurer les premiers pas d'Emmanuel Macron et d'Édouard Philippe. Jean-Yves Le Drian, c'était, je pense, un des rares ministres, peut-être avec Bernard Cazeneuve, qui était apprécié à gauche
et à droite. Donc un fantastique VRP pour l'armée française. C'est ça, et il reste aux affaires étrangères, et on voit bien, et d'ailleurs Jean-Baptiste Lemoyne l'a dit juste avant, on voit bien qu'il y a une interconnexion entre la défense et le ministère des Affaires étrangères, hein, notamment avec tout ce qui se passe sur les opérations extérieures. Donc effectivement, et c'était aussi assez logique qu'il change de portefeuille, parce que s'il était resté ministre de la Défense, là ça fait vraiment la continuité, et il voulait essayer de casser son image. Donc c'est intelligent. Le signe qui est envoyé, c'est que c'est le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Et il y a un autre, d'ailleurs. Voilà, et Marielle de Sarnez est aussi chargée des questions européennes. Donc l'hymne à la joie qui a retenti sur la cour pavée du Louvre n'était pas seulement un gadget. Si vous le permettez, s'il y a un point commun entre tous les membres de ce gouvernement, qu'ils soient de droite, de gauche, du centre, etc., c'est qu'ils sont tous européens. Et je crois que c'est la première fois qu'on a un gouvernement entièrement européen. Un petit mot sur François Bayrou, donc, qui a été quand même très récompensé, à la fois en termes d'investiture pour son parti, aux législatives, et puis un ministère prestigieux, il est garde des Sceaux. Là, on peut dire que c'est la résurrection du Modem. C'est-à-dire que le Modem, qui était un parti... D'ailleurs, la République des Pyrénées, qui est son journal, parce que quotidien régional, dit François Bayrou, ministre d'État, c'est la revanche pour la République des Pyrénées. Et puis en plus, non seulement il y a ça, mais le Modem, qui était un parti croupion, comme on disait avant, maintenant prend quand même de l'ampleur et surtout va pouvoir être en mesure d'avoir un groupe à l'Assemblée nationale et d'être un arbitre des réformes. Et connaissant François Bayrou et connaissant aussi Emmanuel Macron, ça risque entre eux de faire des étincelles. Évidemment. Oui, parce que les hommes sont quand même très très différents. Je veux dire, Emmanuel Macron est quelqu'un qui, sur les questions sociétales, est beaucoup plus ouvert que François Bayrou, qui vient de la droite classique. Et un dernier mot sur les Républicains et leur réaction. Donc, des poids lourds, tout de même, qui prennent en charge l'économie. Ils sont à des postes clés. Que ce soit Bruno Le Maire ou Gérald Darmanin, certes, ils ne sont que 2 LR au gouvernement, ils sont à des postes clés. Ils vont gérer la politique économique. Absolument, et c'est un signe à l'électorat. C'est un signe très fort, puisque je vous rappelle que le Premier ministre est juppéiste, que Bruno Le Maire est effectivement le mairiste, et que Gérald Darmanin est sarkozyste. Donc effectivement, à 3 semaines des élections législatives, c'est quand même un signal extrêmement fort donné à l'électorat de droite en disant n'ayez pas peur, voyez, nous on est... Et puis c'est surtout la jeune génération des LR, Alors, les quadras. Après, il faut évidemment un signe fort pour l'électorat de droite, mais un très mauvais signe pour l'électorat de gauche. Oui, mais remarquez, regardez Nicolas Hulot, écologiste. Oui, mais pour la politique économique, c'est-à-dire que les gens qui ont voté pour Jean-Luc Mélenchon risquent de marquer leur forte désapprobation. Je note que Jean-Luc Mélenchon a dit que c'était un coup dur pour eux, quand même, l'annulation. Nathalie Moret, Progrès de Lyon, et Jérôme Cordelier, rédacteur en chef adjoint des éditions locales du Point. Rédacteur en chef, pardon. On passe tout de suite aux appellisés, le premier zapping politique des matinales d'infos qu'on regarde ensemble, et il est question évidemment de tout cela. Vous pensez que vous serez ministre ? Vous savez, on l'espère toujours, mais là, on est dans un moment d'incertitude. Je note l'impatience des journalistes pour voir paraître la liste. Le président de la République a nommé M. Gérard Collomb, ministre d'État, ministre de l'Intérieur. J'aurais bien voulu, bien sûr, continuer cette tâche ici ou dans un autre ministère. J'ai eu le président de la République au téléphone, bien sûr, Emmanuel Macron qui m'a appelé, qui m'a expliqué que compte tenu des équilibres politiques, ça n'était pas possible. Monsieur Nicolas Hulot, ministre d'État, ministre de la Transition écologique et solidaire. J'ai entendu dire que j'allais vous remplacer. Ça n'est pas possible. Parce que vous êtes tout bonnement irremplaçable, Ségolène. Vous êtes une grande dame. Le risque, c'est que ce soit un trophée. On voit bien dans la politique de communication que Nicolas Hulot peut être un trophée. Mais l'espoir, c'est qu'il arrive justement, avec sa sincérité, avec sa détermination, à faire radicalement changer les choix actuels du président. Monsieur François Bayrou, ministre d'État, garde des Sceaux, ministre de la Justice. C'est en train de mal tourner. Quand on a pour Premier ministre un homme qui était central dans le lobby nucléariste du pays, clairement, le reste devient presque un décor. Madame Sylvie Goulard, ministre des Armées. Jean-Yves Le Drian quitte donc la Défense pour prendre l'Europe et les Affaires étrangères. Petit flottement au moment de la passation de pouvoir.
Nous prendrons acte de celles et ceux qui rejoindront les bancs du gouvernement. Ils porteront désormais un projet que nous avons combattu et que nous combattrons auprès des Français. Monsieur Bruno Le Maire, ministre de l'économie. Arrière les petites querelles politiciennes. Place au débat. Place à la décision rapide, constructive. Monsieur Gérald Darmanin, ministre de l'Action et des Comptes publics. L'évidence s'impose. Ils ont choisi, en acceptant ces responsabilités, de quitter notre famille politique. Et votre exclusion vous fait ni chaud ni froid? Non, je suis triste, mais moi je suis un homme de droite. La seule chose qu'il fait, c'est qu'il achète les gens en mettant des ministères sur la table. Je pense que c'est pas à la hauteur. Qu'un député de l'opposition puisse être le Premier ministre, le chef de la majorité, le patron du gouvernement de M. Macron, du président de la République, c'était pour moi une magnifique signe d'ouverture. On ne peut pas refuser la main tendue. Frédéric Vidal, Annick Girardin, Laura Flessel, Elisabeth Borne, Marielle de Sarnez. C'est une belle équipe. Vous avez vu, il y a des ministres, un Premier ministre, un président de la République. Je pense que c'est une belle équipe pour la France. Voilà ce que je crois. On remercie Jérôme Cordelier. Les unes locales du Point cette semaine, c'est Montpellier et Bordeaux, avec une interview exclusive du maire de Bordeaux, Alain Juppé. Joli coup. Merci Jérôme Cordelier. Et le Progrès de Lyon, Nathalie Moret, évidemment, c'est le premier des ministres. À la une, c'est Gérard Collomb, et qui est ministre de l'Intérieur et premier dans la hiérarchie gouvernementale. Voilà, merci Nathalie Moret. On se retrouve demain matin pour une nouvelle matinale d'info. Bonne journée à tous.